Et je vois que ça se stabilise en termes de personnes qui arrivent, donc on peut peut-être se permettre de commencer. Donc merci à toutes et à toutes de venir suivre ce webinaire. Merci à nos intervenantes et à nos intervenants. Je vais me permettre de contextualiser un petit peu la place, dans quelle place s'inscrit ce webinaire. Vous le savez probablement, la FAS a fait une priorité importante du soutien aux équipes des SIAE, aux équipes dirigeantes, dans la question de l'organisation du travail, la gestion des ressources humaines et puis la professionnalisation des salariés permanents. Souvent, les SIAE sont plutôt de petites structures sans fonction de support, donc c'était important pour nous de pouvoir vous fournir des outils, des fiches pratiques et des temps dédiés, comme par exemple ce webinaire sur le dialogue social. Ces actions, elles s'inscrivaient effectivement en lien avec le pacte d'ambition et la montée en quantité des postes en insertion, mais que l'on voulait aussi qualitatif. C'est pour ça qu'on a mené des actions qui ont commencé à la fin de l'année 2020 sur les questions de qualité de vie au travail. On a donc réuni un groupe de travail volontaire, de SIAE volontaires, pour déterminer quels étaient les besoins en la matière. Et ça nous a amené en 2021 à créer un programme de formation autour de la QVT. Donc on a proposé 3 formations sur la prévention des risques psychosociaux, la mise en œuvre de politiques de qualité de vie au travail au sein des structures et l'amélioration des dynamiques collectives au sein des structures. Les fils directeurs de ces 3 formations, c'était évidemment de parler du travail et de créer des espaces de discussion incluant tous les salariés, donc salariés permanents et salariés en parcours, ou quelle que soit l'appellation, salariés en transition professionnelle, et une participation globale au sein de l'entité. En parallèle, nous avons organisé des groupes d'échange de pratiques à destination des dirigeantes et des dirigeants des SIAE. Là, l'idée étant de pouvoir partager entre pairs les problématiques RH auxquelles on pouvait être confronté, et puis partager ces bonnes pratiques et se permettre aussi collectivement de progresser, puisqu'on a fait accompagner ces groupes de facilitateurs en intelligence collective afin de doter les participants d'outils leur permettant de travailler en collectif et de faire émerger des solutions à leurs problématiques. Cette année, on vous propose un webinaire sur le dialogue social, que l'on veut au sens large, à savoir, on va parler évidemment d'espaces formels, mais on va élargir aussi aux espaces informels, donc ça va comprendre les négociations, les informations et puis les espaces de discussion. Pour ça, on a le plaisir d'avoir donc 3 intervenantes et intervenants que je me permets de présenter rapidement, mais je vous laisserai bien sûr la parole. On a Fanny Charbonnel, qui est juriste en droit social au sein du réseau CORAS. Édouard Missonnet, qui est juriste à l'ERIAE, donc c'est l'interréseau IAE des Hauts-de-France. Sachant que Fanny et Édouard ont tous les deux participé à des, je ne sais pas si je peux dire expérimentations, mais en tout cas, ont établi aussi des rapports sur l'amélioration du dialogue social en SIAE. Donc, ils vont nous faire une présentation à 2 voix, puisqu'effectivement, il y a des constats bien évidemment communs. Et puis ensuite, Christine Reb nous interviendra. Christine, elle est directrice adjointe de la Régie de quartier de Grenoble et elle nous parlera de sa propre expérience d'instauration du dialogue social au sein de sa structure. Et elle pourra aussi élargir à des aspects un peu plus informels face aux limites et aux problèmes qu'elle a pu rencontrer dans un cadre un peu plus formel et qui n'est pas forcément adapté aux spécificités de l'IAE, comme vous le savez. Et puis, si on a le temps, moi, je vous partagerai 2 expériences d'adhérents qui sont des espaces de discussion et qui, voilà, ils sont venus nous les partager il y a 1 an dans le cadre du printemps de la participation. Ils n'ont pu nous rejoindre aujourd'hui, donc je me permettrai d'en parler rapidement si le temps le permet. Ce que l'on va faire, c'est que Fanny et Édouard vont faire un exposé un petit peu par séquence, par thématique, et on vous laissera le temps de poser des questions-réponses au fur et à mesure pour éviter d'avoir une intervention trop longue. Et on fera de même avec Christine. Christine nous parlera de tous ces exemples, de son expérience, et on prendra un temps dédié. Et puis ensuite, on pourra continuer les échanges. Donc, comme vous l'avez vu, vous avez un petit chat sur la droite. Vous pouvez noter vos questions au fur et à mesure. Je les suivrai et puis on les posera en temps voulu. Bien, écoutez, voilà, je me permets donc de laisser la parole dans un premier temps à Fanny et à Édouard. Merci Sophie. Donc, bonjour à tous. Alors, je me présente, puis je laisserai Édouard ensuite se présenter plus en détail. Donc, je suis Fanny Charbonnel, juriste en droit social au CORAS. Et effectivement, on a répondu il y a un peu plus de 2 ans à un appel à projet du Fonds d'amélioration des conditions de travail des travailleurs porté par l'ANACT, qui est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail des salariés. L'appel à projet, c'était de faire du CSE un levier d'amélioration des conditions de travail des salariés. Donc, dans ce cas-là, nous, au CORAS, on a accompagné 12 structures pour les aider à mettre en place leur CSE, à faire fonctionner leur CSE
et à négocier aussi des accords d'entreprise qui permettent d'apporter des avantages aux salariés permanents, mais également aux salariés en parcours. Alors peut-être Naïma, est-ce que tu peux nous mettre le PPT, s'il te plaît, en attendant que Edouard se présente. Bien, bonjour à toutes et à tous, Edouard Missonnier, donc juriste à l'Interréseau IAE Hauts-de-France, donc l'Interréseau qui regroupe l'ensemble des réseaux représentatifs des SIAE dans les Hauts-de-France, donc on retrouve ainsi la FAS, le CORAS, Chantier École, la Fédération des entreprises d'insertion. Eh bien, nous, on a répondu au même appel à projet que Fanny et le CORAS, donc visant à améliorer le dialogue social dans les SIAE et aussi améliorer la prévention des risques. Pour cela, on a accompagné 8 structures qui se veulent représentatives des structures d'insertion dans les Hauts-de-France. Donc, on retrouve tous les types de structures dans notre panel, accompagné donc pendant plus d'1 an et demi sur la mise en œuvre du dialogue social. Alors que ce soit dans le cadre du CSE, lorsqu'il y avait un CSE effectivement élu, et on reviendra là-dessus avec Fanny, ou bien à défaut de CSE, en cas de PV de carence, quelles solutions sont envisageables? On reviendra aussi sur ces solutions par la suite, mais je vais laisser maintenant Fanny commencer, qui va nous revenir un peu sur le cadre légal, en tout cas du dialogue social et notamment du CSE. Merci Edouard. Alors déjà, première chose, on va commencer à qualifier ce webinaire-là. D'abord, qu'est-ce que c'est le dialogue social dans les SIE? Qu'est-ce que c'est le dialogue social? Le dialogue social, on l'entend un peu partout en France, à la radio, à la télévision. C'est vraiment le mot à la mode, c'est vrai en ce moment, le dialogue social. Mais sachez que c'est une notion qui est non définie juridiquement. Pour les juristes et les légalistes, c'est vrai qu'on s'appuie, nous, plus sur la définition qui a été donnée par l'Organisation internationale du travail, qui définit le dialogue social comme le dialogue qui inclut tout type de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon des modalités diverses sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun. Donc là, c'est la définition du dialogue social au niveau, on va dire, vraiment étatique. Et dans les entreprises, c'est vrai que ce dialogue social va se décliner sous plusieurs formes qui peuvent être formelles avec le CSE, qui est l'instance centrale du dialogue social, mais aussi informelles. On peut faire du dialogue social, par exemple, à la machine à café. Sur tout ce qui est informel, on pourra y revenir ensuite et on verra comment justement faire du dialogue social quand on n'a pas de CSE avec Edouard. Mais sachez que la définition du dialogue social, en tout cas, il n'y a pas une définition juridique. Alors, comme je vous le disais, l'instance du dialogue social, l'instance centrale, c'est le CSE. Le CSE, il est apparu en 2017, donc obligatoire dans les structures depuis le 1er janvier 2020. C'est les ordonnances Macron qui l'a institué en faisant disparaître les 3 anciennes institutions représentatives du personnel, qui étaient le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le comité hygiène, sécurité et conditions de travail, pour créer une seule et même instance qui est le CSE, le comité social et économique. Alors, un bref rappel du cadre légal du CSE, vos obligations, vous, en tant que SIE et en tant qu'employeur surtout. Pour rappel, donc, la mise en place d'un CSE, elle est obligatoire quand votre effectif atteint au moins 11 salariés, on compte bien en ETP, pendant 12 mois consécutifs. Donc, s'il y a pendant un mois, vous descendez à un effectif de moins de 11 salariés, vous n'avez pas à mettre en place un CSE, mais c'est vrai qu'en général, dans les SIAE, au vu des ETP conventionnés, c'est vrai qu'on vous dépassez souvent, vous êtes toujours à plus de 11 ETP conventionnés. Attention, ETP conventionnés à ETP CSE, ce ne sont pas les mêmes. Mais on parle bien donc de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. L'obligation, on considère qu'elle est respectée quand soit vous avez mis en place un CSE, vous avez procédé aux élections, soit vous avez procédé aux élections, mais que vous avez un PV de carence. Le PV de carence va vous couvrir en fait pendant 4 ans, pendant le temps où vous auriez dû avoir un CSE. C'est les seules 2 obligations, les 2 seules instances ou documents qui vous permettent de considérer votre obligation comme respectée. Si vous n'avez pas mis en place votre CSE alors que vous aviez les 11 ETP sur 12 mois consécutifs, on verra après, mais vous pouvez avoir des sanctions.
Donc, c'est vraiment soit l'existence d'un CSE, soit un PV de carence qui vous permet de considérer comme votre obligation respectée. Concernant le renouvellement de cette instance, normalement, elle se renouvelle tous les 4 ans. Donc, ce sont des mandats de 4 ans pour les membres élus du CSE ou un PV de carence qui vous couvre pendant 4 ans. Mais vous avez la possibilité de descendre par accord collectif sous ces 4 ans, soit 2 ans, soit 3 ans, ou mettre 4 ans également. Alors, un petit rappel sur qu'est-ce que vous risquez si vous ne mettez pas en place votre CSE alors que vous deviez, ou si vous n'avez pas de PV de carence alors que vous auriez dû essayer de mettre en place des élections. Alors, il y a plusieurs types de risques et de sanctions. D'abord, il y a une vraie sanction qui est le délit d'entrave. Étant donné que vous ne permettez pas aux salariés de pouvoir se concerter collectivement, de pouvoir avoir des représentants, dès que vous ne mettez pas en place le CSE alors que vous auriez dû, il y a une constitution de délit d'entrave qui est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Quand est-ce que ce délit d'entrave va pouvoir être caractérisé? Ça va être soit avec un litige avec le salarié, ce qui, en général, dans les SIAE, arrive assez rarement sur le CSE en tout cas, mais ça va être aussi en cas de contrôle de l'inspection du travail. Et là, ça peut arriver un peu plus vite puisque l'inspection du travail des SIAE qui se font retoquer dessus. Donc attention. Ensuite, on a un risque de dommages et intérêts. Là, c'est en cas de litige avec un salarié. Un salarié peut aller devant les tribunaux, devant le conseil des prud'hommes, pour vous demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de représentants du personnel. Là, les dommages et intérêts, je ne peux pas vous dire de combien ils seront exactement, puisque ça va être à l'approbation des juges du fond en fonction du préjudice subi, en fonction de l'obligation d'employeur. Voilà, là-dessus, ça va être très variable. Et ensuite, on a également des conséquences sur l'absence de consultation et d'information du CSE, puisque dans plusieurs matières, là j'ai mis un etc., je vous ai ciblé les plus grosses, mais il y en a beaucoup plus. Quand vous devez faire quelque chose, vous devez consulter le CSE pour ça et que vous ne le faites pas, vos décisions peuvent être considérées comme nulles ou annulées. Donc, notamment en cas d'activité partielle 2020-2021, si vous n'aviez pas consulté le CSE pour mettre vos salariés en activité partielle, alors vous auriez dû avoir un CSE, normalement, vous risquez le remboursement des allocations qui vous ont été versées à vos salariés pour l'activité partielle. En cas de licenciement pour inaptitude aussi, s'il y a une absence de consultation du CSE, ça entraîne directement un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour dénoncer un usage, vous avez en général beaucoup d'usages dans les SIAE, puisque vous avez très rarement des accords collectifs. La non-information du CSE en cas de dénonciation d'usage entraîne l'inopposabilité aux salariés. Donc, peu importe en fait que vous ayez dénoncé l'usage ou non, on considère que si le CSE n'a pas été informé, en fait, le salarié pourra toujours revendiquer que l'usage continue dans la structure. Et enfin, sur la mise en place ou la modification du règlement intérieur, normalement, vous devez demander un avis au CSE. Si vous n'avez pas de CSE et que vous mettez en place un règlement intérieur ou vous le modifiez, il sera également, ce règlement intérieur, inopposable à vos salariés. Donc, pour tout ce qui est sanctions, ça peut être assez difficile puisque vous ne pouvez pas, du coup, sanctionner vos salariés sans règlement intérieur pour les plus de 50 salariés. Et si vous n'avez pas de CSE, ça bloque tout. Pour qui l'emprisonnement? Donc, il y a une question sur le chat, Viviane, qui demande pour qui l'emprisonnement en cas de délit d'entrave, je suppose. Alors, ça va être l'employeur, l'amende va être pour l'employeur personne morale et pour un an d'emprisonnement, ça va être ensuite le responsable de la personne morale, donc en général, c'est le président. Mais avec les délégations de pouvoir, ça peut être aussi le directeur, selon les délégations de pouvoir que vous avez. Alors, je vais passer maintenant la parole à Edouard qui va vous faire un état des lieux du dialogue social dans les SIAE. T'as ton micro éteint, Edouard. Hop, ça ira mieux comme ça. Par contre, je ne vois plus le PowerPoint. Je ne sais pas si on peut le remettre, vous le voyez? Ah voilà, très bien, merci.
Oui, donc là, l'idée, comme je vous disais, c'est de revenir un petit peu sur comment est appréhendé le CSE dans les structures d'insertion par l'activité économique, puisque Fanny l'a dit, il y avait une obligation de mettre en place les CSE pour les structures qui étaient contraintes, donc les structures ayant plus de 11 salariés sur 12 mois consécutifs, à compter du 1er janvier 2020. Et donc, on a pu avoir les premiers résultats de ces CSE et de ces élections. Alors, globalement, ce qu'on constate dans les structures d'insertion et peut-être de manière plus générale dans les structures de petite et moyenne taille, c'est des situations de carence qui peuvent être totales, c'est-à-dire quand il n'y a aucun élu qui est tout simplement élu au sein de ces CSE, ou partiel, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a qu'un ou plusieurs sièges, mais pas l'ensemble des sièges qui sont pourvus au sein de ces CSE. Ça s'explique par plusieurs raisons. Alors tout d'abord, faut juste pour vous donner quelques chiffres, au 2 juin 2020, donc quand même 6 mois après l'obligation de mettre en place des élections, il y avait un tiers de ces élections qui s'étaient soldées par des PV de carence, et parmi ce tiers, 86% étaient des structures de moins de 50 salariés. Donc on constate bien que dans les structures de moins de 50 salariés, le CSE n'a pas vraiment pris. En tout cas, il y a eu quand même beaucoup de carences. Ça s'explique par plusieurs raisons, et ça, c'est les constats qu'on a pu faire dans le cadre des entretiens qu'on avait avec toutes les structures qu'on a accompagnées. C'est que globalement, dans les petites structures, on a l'impression que les sujets qui sont liés au CSE, notamment ceux liés à la condition de travail, à la santé, sécurité, peuvent se régler par des formes, par le dialogue informel. Le CSE est trop contraignant, trop lourd à mettre en œuvre pour ces structures-là, et donc finalement, il y a peu d'intérêt pour les salariés de se porter candidat aux élections, et finalement, ça convient bien aussi aux directions qui préfèrent passer par d'autres formes de dialogue. On verra quand même que malgré tout, le CSE, ça a quand même un intérêt, de la formalisation a quand même un intérêt, notamment vis-à-vis de l'obligation de sécurité de l'employeur. Donc ça, c'est un constat plus général qui concerne l'ensemble des petites et moyennes structures. Maintenant, si on s'intéresse plus en détail à ce qui se passe dans les structures d'insertion, ce qu'on constate tout simplement, c'est que finalement, il y a eu des modalités de fonctionnement des SIAE qui sont incompatibles avec celles du CSE. Tout d'abord, pour être éligible au sein du CSE, il faut avoir 1 an d'ancienneté. Pareil, pour être électeur, il faut 3 mois d'ancienneté. Or, au vu des parcours d'insertion qui sont limités à 24 mois, finalement, très peu de salariés qui sont en parcours peuvent être éligibles au sein de ces CSE, puisque au mieux, il faut qu'ils aient 1 an d'ancienneté. Et même lorsqu'ils sont élus, finalement, ils ne pourront rester au mieux, mais vraiment au mieux, que 1 an élus, alors que les mandats sont de 4 ans. Donc, ça suppose qu'il y aurait des sièges vacants et donc devoir procéder à de nouvelles élections, etc. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis en plus, la durée effective des parcours n'est pas réellement de 24 mois, puisqu'on est plutôt aux alentours de 9 à 15 mois. L'autre problématique rencontrée, c'est tout simplement que lorsqu'un salarié est élu, il bénéficie d'une protection. Et pour tout simplement mettre fin au contrat, lorsqu'il arrive à son terme, il faut demander une autorisation à l'inspection du travail. Donc ça, c'est assez contraignant aussi. Et là, je vous ai parlé des contrats à durée déterminée d'insertion, mais dans les associations intermédiaires, il y a les cas des successions de CDDU avec des personnes qui peuvent rentrer dans l'effectif, en sortir. Donc ça, c'est une autre problématique qui est exacerbée dans les associations intermédiaires. L'autre constat qu'on a pu faire, c'est une absence de communauté de travail parmi les salariés en parcours. Il y a évidemment un roulement des effectifs qui est important, puisque ce sont des contrats à durée déterminée qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une durée de 9 à 15 mois. Donc évidemment, il n'y a pas cette communauté de travail qui se crée parmi les salariés en parcours. Pour les salariés permanents, évidemment, c'est différent, mais en tout cas, il n'y a pas de collectif qui vient se créer, et cette situation est importante et réelle dans les associations intermédiaires, où le constat qu'on a pu faire au fil des entretiens, c'est que les salariés ne se connaissent pas, ne connaissent pas les activités des uns et des autres. Finalement, ils ne font que passer rapidement au sein des locaux de l'association intermédiaire et partent dans leurs missions respectives. Et puis, l'autre constat qu'on a pu faire lorsqu'on a demandé aux structures pourquoi, finalement, et aux salariés notamment, pourquoi ils ne se portaient pas candidats aux élections, c'est tout simplement le ressenti d'un manque de légitimité à porter la voix de tous les salariés, parmi les salariés permanents, mais également parmi les salariés en parcours.
Donc voilà, ce qu'on constate globalement, c'est des situations de carence à l'issue des élections professionnelles. Lorsqu'il n'y a pas de carence, le CSE est composé en majorité de salariés permanents, donc il n'y a pas de représentation des salariés en parcours, et ça reste quand même assez préjudiciable au dialogue social. Alors, je ne sais pas s'il y a éventuellement des questions par rapport à ces constats ou d'autres constats que vous pouvez faire qui expliqueraient pourquoi, tout simplement, selon vous, le CSE ne prend pas dans les structures de petite et moyenne taille. Je vois que Viviane est en train de taper. Hop. Viviane, en effet, et on va y venir, on va parler des spécificités pour les salariés en parcours. C'est parfait, la transition est toute faite par Viviane. Donc maintenant qu'on a fait ces constats, on va pouvoir en venir aux solutions pour pallier à l'absence de dialogue social et ses effets. Et donc, on commence tout de suite par un premier objectif qui peut être fixé par la structure lorsqu'elle procède aux élections du CSE. Ça va être simplement d'informer et de communiquer au-delà des obligations légales. C'est-à-dire que selon le Code du travail, la seule obligation que vous ayez en tant qu'employeur pour les élections de CSE, alors évidemment, vous devez les organiser, ça c'est une certitude, mais on est en termes de communication, un simple affichage sur les tableaux d'affichage est suffisant aux différents établissements que vous pouvez avoir. Là, l'idée, c'est d'aller au-delà et vraiment d'avoir une information proactive des salariés en parcours. Alors, ça passe par plusieurs outils qui peuvent être mis en œuvre. Ça peut être des mails spécifiques, des informations avec remise de bulletins de paie, des sessions d'information et de pédagogie pour bien expliquer ce qu'est le CSE, quel est le rôle d'un élu et en quoi c'est nécessaire dans une structure. Il peut aussi y avoir la transmission des fiches synthétiques et intelligibles et enfin l'ouverture de permanence pour répondre aux interrogations des salariés. Donc c'est ce qu'on a mis en œuvre, en tout cas ce qu'on a essayé de mettre en œuvre dans les structures qu'on a accompagnées dans le cadre de notre projet, avec des résultats assez variables, mais on pourra revenir là-dessus juste après. Et je laisse Fanny, sur la deuxième partie de cette diapo, vous expliquer le reste. Merci Edouard. Du coup, effectivement, à côté de l'information et la communication, donc pour informer les salariés qu'il va y avoir des élections CSE, on a aussi regardé comment inciter les salariés à participer. Puisque c'est bien beau, entre guillemets, d'avoir d'informer sur le CSE, mais si on n'a aucun candidat et si on n'a aucun votant ou personne éligible qui savent qu'ils sont éligibles, ça bloque assez vite le processus. Du coup, d'abord, ce qu'on a constaté, c'est comme disait Edouard, il faut dépasser le simple cadre légal pour mobiliser les salariés et ça nécessite une forte implication de la direction. C'est vrai que si la direction et l'employeur ne tient pas absolument à avoir des salariés en parcours dans le CSE, le processus va être un échec pour, en tout cas, la participation des salariés au CSE. On a pu extirper donc dans toutes les expérimentations qu'on a faites des bonnes pratiques à mettre en œuvre. C'est vrai qu'on a des structures qui ont envoyé des SMS aux salariés qui étaient électeurs et éligibles. Donc d'abord pour les informer, mais également pour leur dire qu'ils étaient électeurs et qu'ils étaient éligibles. Comme ça, ils se sentent un peu plus concernés ou en tout cas, ils sont au courant qu'ils pourraient être élus CSE ou alors ils pourraient venir voter. Il y a aussi la possibilité de demander à l'inspection du travail d'abaisser l'ancienneté, puisque pour être, comme disait Edouard, pour être élu, il faut avoir 1 an d'ancienneté normalement, et pour être électeur, il faut avoir 3 mois d'ancienneté, ce qui peut poser un problème, mais c'est plutôt pour éligible. Or, le Code du travail permet à l'inspection du travail de déroger à cette ancienneté, et donc de prévoir une ancienneté plus basse. Par exemple, ça peut être 6 mois, on a une structure qui a obtenu 6 mois. Donc ça peut être un bon moyen d'avoir des salariés en parcours, plus de salariés en parcours qui peuvent être éligibles dans votre structure.
On a aussi eu la pratique de faire le deuxième tour des élections le jour de la remise des bulletins de paie. Alors ça, c'est plus pour les AI où cette pratique est sortie, mais comme les salariés vont rarement au sein de la structure AI, hormis pour la remise des bulletins de paie, on a une SIAE qui a imaginé faire le deuxième tour des élections sur le jour de la remise des bulletins de paie. Alors, pourquoi pas le premier tour? Parce que le premier tour, il est fermé aux salariés lambda, il n'est ouvert qu'aux salariés qui sont syndiqués. Donc, c'est vrai qu'en général, vous avez un PV de vous avez une carence sur le premier tour avec des candidats, puisqu'il n'y a pas de candidats syndiqués. En général, dans les SIAE, il peut y avoir des cas particuliers, mais en général, il y a carence sur le premier tour. Et du coup, il y a des salariés libres qui sont sur le second tour. Donc, c'est vrai que le second tour, c'est en général celui qui est le plus important dans les SIAE. C'est vraiment celui qui va permettre d'élire les représentants du CSE. Et donc, faire le deuxième tour sur le jour de remise de bulletin de paie, ça permet d'avoir plus de participation et pourquoi pas des salariés qui se présentent aussi. On a aussi des structures en Occitanie qui ont fait des simulations d'élections pour pouvoir inciter les salariés à venir voter. En fait, alors c'était des ACI, donc c'est un peu plus simple aussi, donc c'était des structures de production. Pendant une semaine avant l'élection, ils ont créé une petite simulation où à chaque fois qu'ils allaient dans la salle commune, en fait, il y avait une urne, il y avait un isoloir, il y avait des petits bulletins et pendant 10 minutes, ils faisaient une simulation d'élection. Et à la fin, ils ont eu beaucoup de participation des salariés en parcours qui se sont mis à voter. Et en fait, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Donc, il y a même des salariés en parcours qui ne savent pas voter. Il y a même des salariés en parcours qui ne savaient pas qu'ils avaient le droit de voter, que l'élection CSE était rattachée surtout à leur contrat de travail, non pas à leur nationalité ou voilà. Et on a aussi une autre bonne pratique, c'est d'inscrire le CSE dans le livret d'accueil pour informer le salarié qu'il y a un CSE qui existe dans la structure et auquel il peut participer, qu'il peut aller voir. Voilà, vraiment, l'idée, c'est d'informer d'abord le salarié sur il y a un CSE dans la structure. Merci Fanny. Donc voilà, l'idée c'est vraiment inciter les personnes à participer à ces élections et créer toutes les conditions favorables pour avoir un CSE à l'issue de ces élections. Donc c'est ce qu'on a tenté de mettre en place avec les structures qu'on a accompagnées, avec des résultats très différents. On s'est retrouvé finalement avec 3 situations différentes. Soit un CSE est mis en place avec des représentants du personnel, aussi bien salariés en parcours que salariés en insertion. Soit il y avait un CSE qui a été mis en place avec des représentants uniquement pour les salariés permanents, voire même uniquement en insertion. Ça a été le cas d'une des structures qu'on a accompagnées qui a eu un élu salarié en parcours à qui il restait finalement que 3 mois de parcours. Donc, dans ces situations, la problématique, c'est de devoir refaire des élections au bout de 3 mois. Et d'autres structures qui ont été en situation de carence. Alors, pour notre part, dans la région des Hauts-de-France, nous avons eu, donc, sur les 8 structures accompagnées, un moitié-moitié. 4 CSE mis en place et 4 situations de carence. Alors, si au début, notre objectif, c'était vraiment de mettre en place des CSE, de travailler sur ces CSE, on s'est dit que finalement, c'était assez représentatif des structures d'insertion et des situations dans lesquelles elles pouvaient se rencontrer à l'issue. Elles pouvaient se retrouver à l'issue tout simplement des élections. Donc, ça nous a invités à trouver des solutions par rapport à ces 3 différentes situations. Tout d'abord, lorsqu'un CSE est mis en place avec des représentants du personnel salarié en insertion et permanent. Alors, on pourrait se dire que c'est suffisant en soi et qu'on a donc un CSE qui est mis en place, mais il y a quand même des moyens de l'améliorer, notamment sur les aspects de consultation des salariés et également sur les aspects d'amélioration des conditions de travail et de santé, sécurité au travail. Une des premières bonnes pratiques à avoir, il faut savoir que ce n'est pas une obligation pour les structures qui ont moins de 50 salariés, c'est quand même d'établir les modalités de fonctionnement et d'adapter ces modalités de fonctionnement, toujours dans le cadre légal, mais en tout cas aux réalités des structures. Donc ça, on peut vraiment utiliser ce règlement de fonctionnement du CSE comme un vrai outil pour l'adapter au mieux aux réalités des structures et aux impératifs des structures.
On peut aussi optimiser le rôle du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Alors, ça passe par plusieurs commissions et instances spécifiques. Pour les ACI, les chantiers d'insertion, il y a quand même un outil intéressant dans la convention collective qui est l'instance de sécurité des conditions de travail, donc qui permet de désigner des salariés en parcours au sein de cette commission et en lien avec le CSE et l'employeur pour travailler ces sujets-là. Et dans le cadre de notre projet, ce qu'on a tenté de mettre en place et ce qu'on a mis en place avec des structures, c'est des groupements et des équipes compétentes, mais vraiment spécifiques à ces structures, parce que globalement, il n'y avait rien de prévu donc, par les conventions collectives et autres. Donc, nous avons créé vraiment des groupements, des compétentes en matière de santé, sécurité et conditions de travail, donc ad hoc, qui sont liés au CSE et qui travaillent en collaboration étroite avec le CSE. Enfin, il y a la possibilité de créer des commissions santé, sécurité et conditions de travail issues, ou des commissions insertion d'ailleurs, issues de la loi du 14 décembre 2020, mais je laisserai Fanny développer un petit peu ce sujet de la commission insertion dont Viviane nous parlait tout à l'heure dans le chat. Voilà, donc tout ce que je vous dis, évidemment, je ne vais pas trop développer sur ce que doit contenir les modalités de fonctionnement, le règlement autour des modalités de fonctionnement, ou sur les différentes méthodes de création de ces instances, mais vous pouvez le retrouver dans un guide qui vous sera, je pense, transmis, Sophie, si je ne me trompe pas, à l'issue de ce webinaire, donc avec notamment des modèles et autres que nous avons rédigés à l'issue de notre expérience. Oui, je me permets simplement. En effet, on ne peut pas vous les mettre dans le chat. Ce sont des PDF. Donc, comme j'ai la liste des participants, je vous enverrai des ressources ensuite. Et Fanny et Edouard, peut-être parler des outils si vous en avez un peu plus dans le détail. Edouard, tous les annexes du guide à la fin. Oui, vraiment tout est détaillé dans ce guide. Donc voilà, ça c'était la première situation lorsqu'un CSE est mis en place avec des représentants aussi bien en insertion que permanent. Alors, maintenant, si un CSE est mis en place avec des représentants uniquement pour les salariés permanents ou, comme je vous l'ai dit, uniquement parmi les salariés en insertion, mais il faut dire que c'est quand même beaucoup plus rare, l'objectif est tout simplement ici de donner la voix aux salariés qui ne seraient pas représentés. Donc, pour cela, plusieurs options. On revient un petit peu sur ce qu'on avait créé dans le cadre d'un CSE complet. Donc, c'est la possibilité d'utiliser l'instance de sécurité des conditions de travail prévue par la convention collective des ateliers chantiers d'insertion. Donc, si vous êtes un atelier chantier d'insertion, l'ISCT reste un bon outil. La possibilité de créer une commission insertion, et là, je laisserai Fanny juste après développer ces aspects-là. Ou alors, encore une fois, la mise en place d'un groupement ou la désignation de salariés compétents parmi les salariés en insertion. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un groupement où les salariés qui ne sont pas élus au sein du CSE pourraient avoir une voix. Donc, on pourrait, par exemple, envisager au sein de ce groupement les membres du salarié, les employeurs, les membres du CSE et également des salariés qui seraient désignés compétents. Et l'objectif de ce groupement, ce serait majoritairement d'agir sur les sujets de santé, sécurité et les conditions de travail, l'amélioration de la qualité de vie au travail. Tous les sujets ne pourront pas être traités par ce groupement, mais en tout cas, il faut se concentrer sur ces sujets-là. Ce qu'on a mis en place, et pour assurer sur des aspects juridiques le statut finalement de ces salariés qui seraient désignés compétents au sein de ces instances, c'est l'inscription de leur mission au sein de ces groupements dans le cadre de leur contrat de travail, avec un nombre d'heures qui serait dédié à la réalisation des tâches et de bien préciser les modalités d'exercice dans le contrat de travail. Et très important aussi, un rappel du principe de non-discrimination prévu par le droit européen pour l'exercice de leur liberté de parole et de leur droit syndical, parce que évidemment ces salariés n'ont pas de statut protecteur comme peuvent l'avoir les membres du CSE. Donc il y avait vraiment, on a mis un point d'orgue à ce que leur liberté de parole soit respectée et leurs droits soient respectés aussi, et surtout par rapport au principe de non-discrimination. Mais je vais laisser maintenant Fanny nous en dire plus des mesures phares issues de la loi du 14 décembre 2020. Merci Edouard. Alors effectivement, comme dit Viviane et Edouard,
Il y a une expérimentation qui est sortie donc, avec la réforme de l'IAE, de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2020, qui a permis de créer une expérimentation pendant 3 ans, donc jusqu'au 15 décembre 2023, afin de mettre en place dans des SIAE, et spécifiquement des commissions insertion. Alors, on va voir juste après ce que c'est. Cette expérimentation, sachez qu'elle elle a été co-construite avec le CORAS et la DGEFP, puisque justement, suite à notre rapport, suite à tout l'appel à projet avec lequel Edouard en a répondu, ils nous ont entendu sur c'est difficile de mettre en place du dialogue social dans les SIAE avec les modalités du CSE. Donc, pour pouvoir tester une nouvelle expérimentation, pour pouvoir tester de nouvelles modalités, voir comment on pouvait inscrire les salariés en parcours dans un dialogue social tout en s'affranchissant des règles liées au CSE qui sont très rigides, ils nous ont permis de faire une expérimentation. Alors, que je passe. Voilà, pardon. Si j'utilise la souris mais qu'elle n'est pas branchée, ça ne fonctionne pas. Du coup, donc pour mettre en place cette expérimentation, alors il y a trois conditions. D'abord, il faut être une SIAE. C'est une expérimentation spécifique au SIAE, donc être une UI, ETTI, AI et ACI. Il faut disposer d'un CSE, ça c'est le cadre légal qui le dit, l'article 18. Par exception, nous c'est vrai qu'on se dit pourquoi il faudrait forcément un CSE? C'est pas parce qu'il n'y a pas de CSE qu'il faut restreindre le dialogue social des salariés en parcours. Donc pourquoi pas créer une expérimentation de commission rattachée au conseil d'administration, ou carrément une instance à part entière de commission, une instance de salariés en parcours, ou de salariés dans le global, avec des salariés permanents et des salariés en parcours. Et en principe, de même, il faut un effectif minimum de 11 salariés. Ça découle du fait que c'est rattaché au CSE, mais de même, il est possible de créer une commission rattachée au CA ou une instance à part entière. Et dans ces cas-là, vous sortez en fait du cadre de l'expérimentation. Vous n'êtes plus dans le cadre de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2020, mais rien ne vous empêche de le faire. Là-dessus, c'est une expérimentation et l'employeur, dans son pouvoir de direction, il est tout à fait libre de mettre en place dans une SIAE ou pas dans une régie de quartier également, une instance, une commission, un organe. Il y en a qui ont créé des grands témoins. Enfin voilà, on a pas mal de choses pour faire participer les salariés en parcours dans le dialogue social de la SIAE. Donc là, on va le voir plus rattaché au cadre du CSE, donc vraiment le cadre légal de la commission insertion. Mais sachez en tout cas que vous êtes quand même libre de créer et d'expérimenter ce que vous souhaitez pour dynamiser le dialogue social avec vos salariés en parcours. Alors, le rôle et les missions de cette commission. Donc, d'abord, elle est chargée de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions d'insertion. Ça, on va dire, c'est le rôle d'une commission classique d'un CSE, c'est de préparer et d'éclairer en fait le CSE sur les questions d'insertion quand il va se pencher sur ces questions-là. Elle contribue aussi à promouvoir les dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables aux salariés en parcours. Et surtout, c'est là où on s'appuie le plus, elle débat sur les conditions de travail des salariés en parcours ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure. Donc, cette commission, elle a vraiment vocation à traiter, vous voyez, des questions d'insertion, de la qualité des parcours et des conditions de travail des salariés en parcours. Je regarde la question en même temps de Christine, on va y venir juste après. Justement, c'est les 2 prochaines slides, comment on choisit ces salariés, qui compose cette commission insertion. Elle est composée donc d'un représentant de l'employeur, au moins d'un membre de la délégation du personnel, donc d'un membre du CSE, et d'une délégation de salariés en parcours d'insertion. Après, ça, c'est le cadre, on va dire, minimal de la commission insertion. Vous êtes aussi libre d'en mettre, de prévoir d'autres personnes si vous le souhaitez, de prévoir 3 membres du CSE si besoin, et une délégation de salariés en parcours de 6 ou 7 ou 4, voilà. Là-dessus, vous êtes libre. Alors justement, comment sont choisis les salariés en parcours? Alors les salariés en parcours, pour l'instant, dans le cadre légal, ils sont désignés par le CSE à la majorité des membres présents. Sur
volontariat. Donc, les salariés en parcours qui souhaiteraient se présenter à cette commission, enfin, souhaiteraient participer à cette commission, doivent être âgés de 16 ans. C'est sur volontariat. Ils doivent être inscrits dans un parcours d'accompagnement dans la structure. Jusque-là, c'est logique. Et ils doivent avoir travaillé depuis au moins 1 mois dans la structure. Donc, il faut 1 mois d'ancienneté, être accompagné. Mais si vous êtes une structure de l'insertion, vous êtes forcément, enfin, vous les accompagnez forcément, avoir 16 ans et être volontaire. Et pour l'instant, donc, je vous disais, ils sont choisis donc, sur toutes ces personnes-là qui seront volontaires. C'est le CSE qui va choisir à la majorité des membres présents. Et c'est vrai que nous, hors cadre d'expérimentation, et là, on est en train de demander justement une modification de la loi, c'est vrai qu'on trouve plus démocratique que les salariés en insertion, qui représentent donc des salariés en insertion, le collectif des salariés en insertion, soit choisi directement par leur pairs, par les salariés en insertion. Là-dessus, on a des structures qui ont testé, par exemple, l'élection sans candidature. C'est une élection où, en fait, il n'y a pas de candidat. On prend un collectif de personnes, on lui dit, pour vous, s'il devait avoir un représentant dans tout ce groupe-là, qui ce serait? Donc, les personnes mettent un nom sur un bulletin et les 2 ou 3 premiers noms qui sortent passent au deuxième tour. Et à la fin, donc, le collectif de salariés doit choisir entre les 2 ou 3 personnes qui sont sorties au premier tour et ils votent pour une personne et celui qui a le plus de voix, en fait, donc c'est celui, on va dire, qui est élu alors qu'il n'était pas candidat. Ça permet de donner de la légitimité aux salariés en parcours en se disant « Ah, en fait, c'est vrai que le collectif m'a désigné moi alors que j'étais pas à penser à moi, alors que j'étais même pas… j'étais même pas candidat » et ça permet voilà, d'asseoir vraiment une légitimité pour ces salariés. Il y en a d'autres qui procèdent à une élection avec des candidats qui se présentent. Voilà, on a aussi des structures qui tentent différentes choses et on a des structures qui ont choisi effectivement de choisir ces salariés représentants en parcours directement par le CSE, d'une concertation avec la membre du CSE et la directrice. Voilà. Ensuite, alors, je passe. Alors, comment on met en place cette commission insertion? Pour l'instant, la loi, elle prévoit en principe par un accord d'entreprise, un accord collectif. Donc, c'est-à-dire c'est un accord qui est signé par au moins 50% des organisations syndicales représentatives dans votre structure. C'est vrai que dans les SIAE, ça ne se présente pratiquement jamais. Donc, à défaut, la loi a aussi prévu. Dans les structures de moins de 50 salariés, c'est un accord entre l'employeur et le CSE. Et dans les structures de plus de 50 salariés, ça va être par le règlement intérieur du CSE. Pareil, là, c'est une expérimentation dans le cadre légal de la loi de 2020, mais rien ne vous empêche, à côté, de faire une instance ad hoc et de choisir les modalités de fonctionnement, de négocier les modalités de fonctionnement comme vous le souhaitez. Ça peut être par décision unilatérale de l'employeur avec concertation avec les salariés, l'ensemble des salariés en parcours et permanent. Ça peut être par un règlement intérieur de l'instance directement. Ça peut être voilà, un accord collectif, effectivement, négocié avec un salarié mandaté. Ça peut être un accord collectif validé par référendum si vous êtes moins de 20 salariés. Vraiment, toutes les possibilités sont ouvertes en réalité. À savoir que c'est une expérimentation. Et du coup, nous, on donne un bilan chaque année de cette commission avec nos demandes de changement, avec qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et justement, le but de l'expérimentation, c'est aussi de ne pas se cantonner à ce qui est écrit dans le texte légal, c'est vraiment d'élargir pour voir vraiment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est important. Ensuite, là, donc une slide un peu rébarbatif, mais qu'est-ce que vous mettez dans ce document une fois que vous avez décidé que ça serait par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur ou par le règlement intérieur du CSE? Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous négociez concrètement? Vous allez négocier donc le nombre de membres de la commission, la durée pour laquelle ils sont désignés, durée des mandats, les modalités de fonctionnement de la commission avec la fréquence des réunions, est-ce que ce sera 3 fois par an, 4 fois par an, tous les 2 mois? Ensuite, qu'est-ce qui est considéré comme du temps de travail effectif? Les informations mises à la disposition des membres de la commission par l'employeur, les mesures d'accompagnement que l'employeur met en œuvre pour accompagner socialement et professionnellement les salariés en insertion membres de cette commission, puisque être représentant de salariés, c'est
une phase de l'accompagnement. C'est un accompagnement vers un retour à l'emploi, puisque dans les entreprises classiques, le salarié sera confronté au CSE, à des représentants, enfin confronté. Il sera amené à pourquoi pas être représentant, à être consulté par le CSE, donc il a besoin d'être accompagné sur ce volet-là également. Et ensuite, donc, je vous ai fait un petit récapitulatif des actions menées, parce que là, je vous ai vraiment dit le cadre légal strict de la loi, hein, mais en pratique, comment ça fonctionne dans notre structure. Donc, par exemple, on a une AI, c'est notre seule AI qui l'a mis en place dans sa structure. Elle a décidé, elle, de mettre 4 salariés en parcours issus de 4 secteurs différents. Donc, il y en a entretien d'espace vert, il y en a en ménage, il y en a aussi tout ce qui est plutôt industriel. Ils choisissent vraiment ils sont partis donc vraiment sur 4 salariés en parcours tout le temps, issus de 4 secteurs d'activité tout le temps. Ils ont respecté la parité, 2 femmes, 2 hommes. Comment ils ont trouvé les salariés? Alors, en fait, les salariés, ils les ont trouvés parce que, avant de mettre en place la commission, ils avaient mis en place des ateliers sur le document unique d'évaluation des risques. Et pour évaluer les risques, ils avaient décidé de faire des ateliers collectifs en fonction des métiers. Ça a amené les ateliers étaient menés par la membre du CSE, qui est également CIP, et ça a mené cette structure la membre du CSE à aborder forcément le CSE, les conditions de travail, en pratique comment ça se passait sur leur poste de travail pour les salariés en parcours. Et en fait, elle a eu quelques personnes qui se sont dit « Ah, j'aimerais bien participer un peu plus à la vie de l'entreprise. Ça m'a donné envie de parler plus des conditions de travail, ça m'incite à participer. » Et donc, ça tombait bien, puisqu'en même moment, elles se sont décidées, la directrice et la membre du CSE, de mettre en place la commission insertion. Et donc, en fait, les 4 personnes qui étaient intéressées et volontaires, elles leur ont proposé, par des entretiens individuels, elles leur ont présenté le projet et elles leur ont proposé d'être membres de cette commission. Et ils ont tout à fait accepté. Ils étaient hyper heureux. Donc, elles ont décidé de mettre en place un accord signé entre la membre du CSE, qui est déléguée syndicale, et la directrice. Pour leur première réunion, elles sont revenues sur relecture de l'accord d'entreprise, avec vraiment détaillé article par article les modalités de fonctionnement et en expliquant ces modalités, puisque pour les salariés en parcours, ça peut être très très flou les mots qui sont employés. Elles ont expliqué les attendus, les modalités. Et ils ont décidé, dès le début, de travailler, eux, sur 2 travaux prioritaires. Donc, c'est la qualité de vie au travail, avec une formation pour les salariés en parcours sur cette thématique spécifique. Et ils ont également tous décidé de travailler sur le livret d'accueil de la structure, qu'ils ont en fait maintenant modifié en livret d'intégration. C'est un gros livret donc d'une 50aine de pages qui explique d'abord comment fonctionne la structure, avec un organigramme, mais aussi tout ce qui est qu'est-ce qu'un bulletin de paye, qu'est-ce qu'un contrat de travail, qu'est-ce que le salarié, quand il travaille, doit faire, quelles sont ses obligations. Ils se sont vraiment focalisés sur vraiment faire un livret d'intégration et de travail là-dessus. Et les salariés en parcours le retour des salariés en parcours a été hyper bien pour eux, puisque ils se sont rendus compte, cette structure, ils étaient dans des démarches de qualité, ils avaient des process hyper bien ficelés, tout était bien, mais c'était incompréhensible pour les salariés en parcours. Ils ont eu donc le constat de se dire, mais en fait, les salariés en parcours, quand ils arrivent dans l'AI, eux, ils ne connaissent même pas la directrice parfois, ils n'arrivent pas à savoir qui est leur conseiller, enfin, à part leur conseiller, qui fait quoi, quelle tête à cette personne-là. Enfin, voilà, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, en fait, pour les salariés en parcours. Et ils sont hyper contents de cette commission insertion. Ils ont décidé de faire 4 à 5 réunions par an, et pour qu'il y ait quand même des choses qui soient faites, qui soient ramenées par la commission, ils ont décidé de faire remonter les réunions, enfin les PV de la commission, les décisions prises en commission, au CSE évidemment, mais aussi au CA. Et eux, donc, leur volonté était de mettre en place un CSE, enfin, leur but est d'avoir des élus salariés en parcours à leur prochaine élection CSE, puisqu'en fait, aux premières élections CSE, ils n'avaient pas de salariés en parcours, et donc ils étaient un peu frustrés d'avoir qu'un salarié permanent membre du CSE. Alors, on va aller un peu plus vite, hein, mais de même, on a une autre structure qui teste, elle, sur 2 établissements, cette commission-là. Eux, ils sont passés par un accord avec 2 représentants du personnel.
professionnels. Pour les représentants des salariés en parcours, ils se sont laissés le choix entre 2 et 5 salariés en parcours volontaire, par SIAE ou par secteur d'activité. Donc là, on a eu le témoignage d'une dame l'autre fois sur notre webinaire national qui disait qu'elle en avait 9, puisqu'elle avait 2 secteurs d'activité, et que ça marchait assez bien, qu'il y avait toujours un renouvellement, toujours des personnes intéressées. Ils ont fait une formation sensibilisation des dialogues sociaux, soit via un OF ou soit directement en interne selon les établissements. Ils testent vraiment 2 modalités. Eux, ils ont aussi 4 réunions par an, dont une qui est commune en fait à l'ensemble des établissements de cette structure, donc pour voir le bilan social. Et eux, ils désignent un rapporteur par réunion pour aller au CSE et pour pouvoir expliquer la demande et la décision du CSE. Et eux, ils travaillent plus sur des grands thèmes. Ils n'ont pas décidé de travailler le livret d'intégration sur plusieurs réunions. Ils ont traité un grand thème par réunion, un grand thème qu'ils ont choisi parce qu'ils ont eu des volontaires, parce qu'ils ont fait des ateliers collectifs en fait pour présenter un peu lors de la sensibilisation au dialogue social. Ils ont présenté le dialogue social, le CSE, cette commission. Ils ont eu plein de volontaires, ils ont eu plein de thèmes qui sont ressortis et c'est comme ça donc ils ont choisi les volontaires et qu'ils ont plein de grands thèmes à traiter dans la commission. Donc une commission égale un grand thème. Ça peut être l'image de l'insertion, ça peut être la langue, ça peut être l'accompagnement, ça peut être la sortie en emploi. Enfin voilà, ils ont traité beaucoup de choses. Voilà, on a aussi une ACI. Non, alors c'est une ACI, pardon. Là, j'ai mis AI, mais c'est une ACI qui, elle, est partie sur 6 salariés en parcours volontaire. Pourquoi 6? Puisque, en fait, c'était 6 salariés qui étaient d'accord pour participer. Eux, ils ont décidé pendant la première réunion de la commission d'établir le mode de fonctionnement et de faire le document, les modalités de fonctionnement de cette commission. Ils l'ont signé ensuite en CSE avec la directrice. Eux, ils vont être formés sur la lutte contre les discriminations. Ils ont une réunion tous les 3 mois et ils ont laissé, dans cette ACI, l'opportunité aux salariés en parcours de se réunir une fois par mois, qu'avec les salariés en parcours. Il n'y a aucun salarié permanent pour justement préparer la prochaine réunion et faire un retour de la commission qui a eu lieu. Ils traitent de pas mal de thématiques et eux, ce qui est intéressant, c'est que les salariés ne sont pas choisis par le CSE, mais ils sont en fait sur une liste directement. Les 6 premiers de la liste en fait ont été élus, sont membres de la commission, mais ils ont laissé la liste ouverte. Les salariés continuent à s'inscrire tout le temps, donc ils pensent que le bouche à oreille marche hyper bien en plus. Et à chaque fois qu'il y a un salarié qui part, c'est la liste, il remonte sur la liste et dès qu'il atteint les 6, il passe membre de la commission. Et à savoir que donc, dans cette structure, il y a déjà 5 personnes sur 6, et ça fait 1 an qu'ils l'ont mis en place, il y a déjà 5 personnes sur 6 qui sont parties. Mais le renouvellement se fait assez bien, parce que comme il y a la réunion une fois par mois de collectif de salariés, comme ils parlent de cette commission, ça donne toujours envie à d'autres salariés de participer. Donc, en fait, il y a toujours du monde. Pareil pour l'AI, ils se rendent compte que le bouche-oreille marche très bien, que les salariés maintenant vont vers la structure pour être élus carrément. Et voilà, ça marche hyper bien et ils sont assez contents. Ils avaient peur qu'il y ait une petite baisse de motivation, mais pas du tout. Là-dessus, je vous laisserai lire aussi, parce qu'on voit que le temps avance. Et comme ça, je vais pouvoir passer la parole à Édouard. Je me permets, il y a une petite question bien avant de Viviane. Retour en arrière, mais Viviane ne comprenait pas la différence, qui n'était pas très claire, entre la mise en place d'un ISCT et la mise en place d'un groupement. C'était ton intervention, Édouard. Oui. J'allais reprendre la question de Viviane. En fait, l'ISCT, il est proposé uniquement dans le cadre de la convention collective des ateliers chantiers d'insertion. C'est un trim qui est destiné aux ateliers chantiers d'insertion. Donc, lorsqu'on est une EI, une TTI ou une AI, il faut en passer par un groupement. Normalement, l'ISCT est vraiment dédié aux chantiers d'insertion et c'est un outil propre de la convention collective CCN-ACI. Donc, voilà la différence. Mais sinon, on peut exactement calquer finalement ce qui est indiqué dans la convention collective pour l'ISCT et l'appliquer d'une manière différente aux EI ou bien aux AI. Alors, maintenant,
on en vient au cas où on est face à une situation de carence, c'est-à-dire quand il n'y a pas du tout de CSE. Parce que comme l'a expliqué Fanny tout à l'heure, pour une commission insertion, pour la création d'une commission insertion, il faut qu'il y ait un CSE. Lorsqu'on n'a pas de CSE, déjà, donc, on est un petit peu privé de cette possibilité de créer une commission insertion, mais on peut tout de même créer des groupements, des instances aussi, pour pallier à l'absence de dialogue social. Alors, il faut bien comprendre que ces groupements qui seraient créés ne peuvent être créés que s'il y a une carence de CSE et il ne s'agit pas de remplacer complètement le CSE, ce sont juste des substituts temporaires qui n'ont pas vocation à perdurer dans le temps. L'objectif, c'est vraiment, lorsqu'on a un PV de carence, donc c'est un PV de carence qui est valable pendant 4 ans, de créer les conditions favorables, d'améliorer le dialogue social pour qu'à l'issue de ces 4 ans et lors des nouvelles élections, finalement, on en arrive à mettre en place un CSE. Donc, ces groupements, ces instances peuvent prendre des formes très, très variées et s'adapter vraiment aux structures. Il y a quand même quelques précautions à prendre et je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est d'abord protéger les salariés qui rentreraient dans le cadre de ces instances. Ils n'ont pas de protection spécifique prévue par le Code du travail puisque ce sont des groupements de dialogue sur mesure, mais il s'agit tout de même de les protéger, donc en inscrivant leur mission dans le cadre d'un contrat de travail et aussi en rappelant le principe de non-discrimination. Donc ça, pareil, hein, je ne développe pas trop au vu du temps qui défile, mais tous ces modèles sont présents dans le guide si vous voulez vous y intéresser. Donc, une fois qu'on a créé ces instances, par exemple, on est une association intermédiaire qui a créé un groupement compétent en matière de santé, sécurité au travail, et elle a prévu donc dans ses modalités de fonctionnement que les salariés qui seraient élus, alors il y a eu 4 salariés, enfin pas élus, volontaires et un désigné, donc 2 salariés en insertion par unité de travail, donc 2 salariés en insertion dans le domaine de l'entretien de la maison et le nettoyage des locaux, un salarié en insertion dans le domaine des espaces verts et un salarié en insertion dans le domaine de la restauration collective et de l'animation pour vraiment que chaque unité de travail soit bien représentée au sein de ce groupement. Et donc, ces salariés, au sein de leur contrat de travail, disposaient d'une d'heures, pas de délégation à proprement parler, mais en tout cas d'heures dédiées à la préparation des réunions, donc un crédit de 2 heures dédié à ces aspects-là. Et le nombre de réunions était au minimum de 4 par an. Donc voilà, c'est pour vous situer un peu les différents exemples qu'il est possible de mettre en œuvre. Donc ces groupements fonctionnent, traitent des sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Et dans le cadre du projet, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on était également accompagné par des ergonomes qui ont pu réaliser des plans d'action en termes de santé, sécurité et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et donc, en fait, ces instances, ces groupements se sont emparés de ces sujets-là et donc les traitent au fur et à mesure des réunions avec les salariés en parcours. Donc voilà, pour les ACI, ça je ne vous l'ai pas dit, mais on peut, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, tout à fait créer une ISCT qui n'a pas à être forcément liée à un CSE. Une ISCT peut tout à fait être indépendante et présente en cas de carence de CSE. Et puis pour les EIAI, il faut en passer par des décisions unilatérales de l'employeur, généralement, venant fixer les modalités de fonctionnement et enfin voilà, venant fixer tout d'abord la création de ce groupement et ensuite établir les modalités de fonctionnement avec les membres de ce groupement. Donc, on peut très bien envisager d'y intégrer le conseil d'administration, la direction, les permanents, les salariés en parcours. On peut envisager beaucoup de choses et vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs exemples, en tout cas pour chaque type de structure, de décision unilatérale de l'employeur venant fixer les modalités de ces groupements. Voilà donc en cas de carence de CSE. Un autre point qui nous paraissait important de développer dans le cadre de notre projet, c'est tout simplement, une fois qu'on met en place ces instances, ces groupements, comment on forme les salariés à traiter des sujets autour de la SST, des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Alors,
globalement, ça passe par la formation. Là, sur les sujets de SST, c'est pas inné. Il faut forcément bien comprendre quelles sont les obligations respectives de l'employeur et aussi des salariés par rapport à ça, et bien comprendre comment on peut agir sur l'amélioration de la prévention des risques notamment. Alors, il y a une formation qui est obligatoire pour les membres de CSE. Cette formation qui était de 3 jours a été modifiée par la loi santé du 2 août 2021 et donc est portée maintenant à 5 jours. Donc, les membres du CSE doivent bénéficier d'une formation de 5 jours lorsqu'ils sont élus sur la santé et sécurité au travail. Donc ça, c'est une première obligation. Nous, ce qu'on a tenté de faire, en fait, c'est de se rapprocher de personnes qui dispensaient ce type de formation, donc qui disposaient d'un agrément Calliope, puisqu'il faut un agrément Calliope pour les dispenser, et de travailler avec eux en amont de ces formations pour l'adapter aux réalités des structures d'insertion par l'activité économique. Et c'est ainsi qu'avec notamment des formatrices, on a pu établir des programmes de formation qui seraient destinés aux salariés permanents élus et d'autres destinés aux salariés en parcours qui seraient élus. Ça passe par plusieurs méthodes, notamment la méthode Falk, facile à lire et à comprendre. Il y a plusieurs outils qui ont été mis en œuvre et développés pour vraiment adapter la formation, parce que forcément, pour des salariés en parcours, il peut y avoir des vraies difficultés à appréhender tous ces sujets, et même la formation, pour qu'elle leur soit utile s'ils sont élus, doit être forcément un petit peu adaptée. Donc, on a travaillé là-dessus. On s'est également intéressé à la formation des salariés désignés compétents en matière de santé, sécurité et conditions de travail. C'est-à-dire que lorsqu'on crée des groupements ad hoc, comme on a pu vous les évoquer, là, il n'y a aucune obligation de formation, mais encore faut-il que ces salariés puissent être informés convenablement, et surtout pouvoir être actifs à la réunion et participer. Donc, on a prévu plusieurs petites formations, des demi-journées. On a essayé également de travailler sur les réunions d'information collective qui sont organisées par l'employeur pour vraiment aborder les sujets de santé, sécurité et savoir comment appréhender un danger ou des sujets comme ça. Donc plusieurs sujets, mais on a prévu des formations spécifiques d'une demi-journée qui peuvent être proposées aux salariés de ces groupements. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rendre ce groupement effectif et efficace pour traiter des différents sujets. Et voilà pour cette petite présentation. Edouard, là, tu es figé, on ne t'entend plus trop. Alors voilà, j'allais vous inviter à poser des questions sur cette double intervention. Je vois qu'Isabelle est en train de taper. Alors, pour information, dans le guide édité par l'IRE, vous avez tout un tas d'annexes pour vous aider à la mise en place de tout ce qui a été présenté. Par exemple, un kit de mise en place des élections, un exemple de règlement de fonctionnement du CSE, des exemples de décisions unilatérales, justement, de création soit d'ISCT, soit de groupement, et des exemples de clauses à insérer dans le contrat de travail. On vous enverra tout cela par mail. Ah oui, non, Isabelle, c'est juste une remarque, le son est très mauvais. Isabelle, c'est le son, parce que tu étais un peu coupée, Edouard. Est-ce que c'est général ou... Je crois qu'il y a pas Edouard. Je le vois plus, là. Je pense que sa connexion était... Ouais, je pense. Peut-être pour revenir sur les commentaires qu'il y a eu en haut de Christine et de JB Moreau, où il disait c'est aussi le rôle d'une organisation syndicale de venir dans les structures faire une information sur le sujet aux salariés. On est tout à fait d'accord, c'est vrai que nous, on essaye de mettre plus dans la boucle les syndicats. Et là, on a une structure pour 2023, justement, qui va essayer d'amener la CFDT et la CGT à venir dans sa structure, à expliquer pourquoi un CSE, qu'est-ce que c'est un syndicat, qu'est-ce que c'est le dialogue social. Mais c'est vrai que c'est hyper important de mettre dans la boucle les syndicats. On est tout à fait d'accord. On a également une question de Nathalie. Où s'adresser en région pour trouver les centres de formation CSE?
Alors là, je suis en train de dire, c'est une bonne question. C'est pas en région, hein, c'est des certifications nationales. Donc, il y a des formateurs. Nous, au Coras, on en a un. Il y en a pas mal, en fait, un peu partout, qui le mettent. Il y a une liste carrément sur Internet que vous pouvez trouver, un arrêté qui liste qui est capable de vous la prester ou non, cette formation. Merci Fanny. J'ai l'impression que personne n'est en train d'écrire, donc on va pouvoir passer à notre intervenante suivante. Je me permets juste de me présenter, j'ai oublié de le faire, je l'ai fait par écrit. Sophie Lechat, je suis chargée de mission emploi IAE à la Fédération des acteurs de la solidarité nationale. Voilà. Moi, de mon côté, on a édité des fiches pratiques liées au thème QVT. Alors, ça concerne le règlement intérieur, le livret d'accueil, le CSE, les obligations employeurs en matière de santé sécurité, l'établissement du DURP, et justement, aussi, on en parlait avec Fanny, la dissociation des rôles ou l'organisation des rôles entre président et dirigeant, pour bien cadrer juridiquement tout cela. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez y avoir accès. Et donc, Christine, je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous présenter ce qui se passe au sein de votre régie. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ok. Du coup, c'est dur de passer après tout ça parce qu'il y a des choses qui se regroupent, mais je vais vous faire un petit topo sur notre régie. Moi, j'interviens parce que le syndicat employeur des régies de quartier a pensé à notre régie par rapport au dialogue social. Donc, je vais juste vous situer notre régie. On est donc une association qui a 32 ans d'existence avec 75 salariés. On est EI, entreprise d'insertion. On a une trentaine de salariés en parcours. Et par contre, on a une quarantaine de permanents. Donc, on a un CSE qui existe depuis près de 15 ans. Donc, avant, c'était un délégué du personnel, puis comité d'entreprise, puis aujourd'hui CSE. On a 5 titulaires, mais pas de suppléants, puisqu'en fait, par manque de volontaires sur les listes. Par contre, on a un bémol dans le fait, et je rejoins ce qui a été dit avant, on n'a pas de salarié en parcours d'insertion qui s'est présenté aux élections. Parce que, pour toutes les raisons qu'on a pu dire avant, ils sont de passage, ils n'y voient pas forcément un intérêt au départ. Donc, c'est tout un travail à construire et à avoir avec les élus du personnel. Par rapport au CSE, vous parliez tout à l'heure d'espace formel et informel. Nous, le CSE, c'est l'espace formel où on a en fait représenté plusieurs services de l'association. Donc, ce qui est plutôt intéressant puisque du coup, quand on parle des conditions du travail, chacun peut avoir un avis sur les différents métiers dont on parle. On a voulu, pour faciliter aussi la compréhension des élections, parce que les dernières élections ont eu en juin 2022, je ne l'ai pas précisé, on a voulu faciliter la rencontre des syndicats et des salariés. Donc, on avait proposé dans le protocole d'accord de pouvoir organiser un temps d'échange avec les différents syndicats qui se présentaient et les salariés. Donc, c'était sur le temps de travail, organisé par l'employeur, et tous les syndicats pouvaient venir à la rencontre des salariés. Ce n'est pas une opportunité qui a été saisie par les syndicats. Voilà. Donc, ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, nous, on a été dans cette proposition. On a aussi fait, tous les mois, en fait, on met un bulletin mensuel dans les bulletins, avec les bulletins de paye, où en fait, on va parler un petit peu des actus des différents services. L'idée, c'est d'avoir pas trop d'écrits parce qu'on est aussi contraint à la maîtrise de la langue. On a beaucoup de primo-arrivants qui ne maîtrisent pas forcément la langue. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup photos, 2-3 phrases, mais pas plus. Et en fait, dans ce bulletin, en amont des élections, on avait fait tout un focus sur les élections du CSE. Qu'est-ce que c'est un CSE? C'est quoi leur rôle? Puisqu'après, on avait fait ça, je crois, en mai, puisqu'en juin, avait eu les élections, c'était pour sensibiliser les salariés. Autre chose qu'on a fait au niveau des élections, pour la plupart, pour un certain nombre de salariés, c'est la première fois qu'ils votaient en France. Donc, c'était quand même une grande étape. Et pour qu'ils puissent voter en toute conscience, parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément ce qui est écrit sur les bulletins, on a voulu faciliter ça et on a mis les photos des candidats. Voilà, donc c'était la première fois qu'on le faisait parce qu'on s'était rendu compte aux élections précédentes qu'il pouvait y avoir des tensions avec les différents syndicats parce qu'ils intervenaient pour dire voilà, c'est ce bulletin-là alors que c'est pas du tout le truc à faire lors des élections.
Du coup, ça, c'est le côté plutôt sur les espaces formels, comment on a essayé de sensibiliser. Donc, on a eu beaucoup de salariés en insertion qui sont venus voter parce qu'aussi, on avait passé le mot aux chefs d'équipe qui sont venus sur des plages données dans le déroulé des élections avec toute l'équipe pour qu'ils puissent venir participer aux élections. Donc ça, c'est vrai que ça a été un grand succès, je trouve. Après, sur le CSE en lui-même, c'est vrai qu'on n'a pas des salariés qui sont forcément au fait de tout ce qui se passe et de leur rôle et des outils qu'ils ont à leur disposition. Donc, on essaye au maximum de les informer, de leur donner des clés de compréhension parce qu'ils ont aussi quand même un avis, des fois consultatif sur certaines choses. Et du coup, c'est important qu'ils puissent le donner en toute conscience. Là, j'ai un exemple sur la dernière consultation sur la formation. Les salariés, ils ont une idée de la formation où ils se disent, de toute façon, on cotise tous, donc on a tous droit à de la formation et on a l'association a un gros budget pour former, ce qui n'est pas le cas. Donc là, j'ai voulu faire un petit peu quelque chose de plus pédagogique pour leur dire un petit peu, effectivement, on cotise, on donne tant d'argent à l'URSSAF aujourd'hui, parce que maintenant c'est l'URSSAF qui récupère, mais tout cet argent ne revient pas à la formation de nos salariés. Et du coup, j'ai fait un petit PowerPoint explicatif pour dire que ça allait à la Caisse des dépôts, enfin au Pôle emploi, tout ça, et pour leur dire, en fait, leur montrer réellement le budget dont on dispose pour former 75 salariés et les autres leviers sur lesquels on pouvait aller aussi pour pouvoir former un maximum. Du coup, voilà, j'essaye d'avoir aussi des temps comme ça un peu plus, pas dédramatiser, mais en tout cas de rendre plus vulgariser certaines choses, notamment sur tout ce qui est GPEC, RH et autres, où c'est vraiment un langage spécifique et il faut arriver à le mettre à la disposition de tout le monde pour qu'ils puissent tous s'en saisir. Sur le côté informel, donc nous, on a beaucoup de temps en fait où on essaye d'avoir des temps informels. Ils sont formels, mais ce n'est pas lié au dialogue social, au cadre imposé par le CSE. On a ce qu'on appelle un régitour. Donc, le régitour, c'est quelque chose qu'on fait pour les nouveaux salariés le plus possible, où en fait, on va partir du siège de l'association et on va se rendre sur les différents chantiers pour que les nouveaux salariés découvrent les différentes activités de la régie. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, ils sont de passage et en quelques mois, ils ne vont pas forcément comprendre tout ce que fait l'association. On a aussi, dans ce cadre-là, la médiatrice associative intervient avec le jeu forum. Donc, c'est un jeu qui permet le débat, en fait, qui pose des questions aux salariés sur leur cadre de vie et chacun peut s'approprier et donner son opinion sur là-dessus. On a aussi par rapport à la santé-sécurité. Donc, on a le projet, et là, c'est plutôt sur 2023, de former en interne une personne pour faire du geste posture manutention, pour qu'on puisse le faire plus régulièrement que ce qu'on fait. Et on a surtout des ateliers en interne, donc différents ateliers, dont un qui est sur le droit du travail, où là, en fait, on va expliquer aux salariés c'est quoi une fiche de paye, un contrat de travail, les droits, les devoirs du salarié, et on évoque bien sûr le CSE, son rôle. On le fait aussi lorsqu'il y a l'accueil du salarié. Donc, la chargée d'insertion, elle a un temps formel avec le nouveau salarié où elle présente bien sûr le règlement intérieur, mais où elle présente aussi le livret d'accueil, où on retrouve un organigramme, comme vous le disiez tout à l'heure, et où on cite aussi le CSE. Alors, son rôle œuvre sociale, ticket de cinéma, c'est une chose, mais aussi son rôle de représentant du personnel et le fait de pouvoir les saisir, s'ils en ressentent le besoin, ça c'est très important. Dans les moments formels, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc, on a aussi un projet pour 2023, c'est quelque chose que je voulais faire depuis 2020, mais le Covid est passé par là et le manque de temps aussi, c'est d'avoir un petit quart d'heure sécurité où en fait on puisse se réunir, les équipes, ils ont tous à peu près des bases de vie et l'idée c'est d'aller à leur rencontre avec un petit café au démarrage de la journée, prendre un petit quart d'heure sécurité, alors pas toutes les semaines, mais une fois par mois ou tous les 15 jours, et de cibler sur des risques particuliers. Donc, par exemple, nous, on a un service d'encombrant qui est quand même, qui tourne toute la journée sur les routes, et l'idée, c'est de pouvoir leur faire un petit quart d'heure sécurité sur une sensi, sur les risques routiers, par exemple. C'est des petites choses qu'on va mettre en place là sur 2023. Et l'autre chose qu'on met dans le bulletin mensuel, où on fait un état des lieux un petit peu des
différentes activités qui sont passées et à venir. On a aussi au verso un bulletin de sensi prévention. Donc, par exemple, en été, on a fait une sensi sur la canicule. Là, on a fait une sensi sur le port du masque qui est pas plus obligatoire, mais recommandé pour contrer les virus grippe, Covid et autres. Donc, on profite, en fait, on fait à la fois de la sensi écrite, mais comme ce qui n'est pas ce qui marche le mieux, on fait surtout de l'oral. Voilà. Parce que l'écrit, les salariés ne le lisent pas forcément. Et on a un enjeu sur 2023 aussi à sensibiliser beaucoup plus les encadrants techniques sur la sécurité des chantiers. Donc là, on va mettre l'accent vraiment sur la formation des encadrants techniques, sur je sécurise mon chantier, je vérifie systématiquement qui est le port des EPI, parce qu'on a remarqué qu'on avait beaucoup d'accidents qui auraient pu être évités, d'accidents bêtes. Sur toute autre chose, on organise aussi des journées cohésion, où là, on va traiter de thématiques qui sont aussi liées au CSE par rebond, c'est-à-dire qu'on a un référent harcèlement et un référent sécurité. Donc, référent sécurité, c'est mon rôle, du coup, pour le coup, et un référent qui est nommé parmi les membres du CSE. Et on travaille des journées de cohésion. La dernière avait eu lieu sur la thématique des discriminations. Donc, on avait quand même fait venir un intervenant pour avoir l'historique des discriminations et pour pouvoir mettre ça de façon accessible pour l'ensemble des salariés, que ce soit les encadrants techniques, les salariés en insertion. On avait fait des petites tables rondes qu'on animait avec des petites questions où on posait des petites questions. Alors, je n'ai plus en mémoire les différentes questions, mais par exemple, c'était des questions de l'ordre du préjugé ou de la discrimination. Et l'idée, c'était qu'ils arrivent à percevoir ce qu'était un préjugé et ce qu'était une discrimination. Voilà. Donc ça, c'est des actions de sensibilisation qu'on va faire en dehors du CSE. Voilà, c'est des temps qu'on garde. Là, la prochaine journée de cohésion, elle va être sur les relations au travail. On a fait tourner, entre guillemets, un artiste qui est comédien, qui fait du théâtre, qui est allé autant à la rencontre des encadrants techniques, des permanents, des salariés en insertion, des membres du CA, puisqu'on a un CA au sein de la régie de quartier, pour un petit peu discuter de la question du travail. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir un temps de cohésion, une journée de cohésion avec l'ensemble des salariés, où en fait, toutes ces situations de travail, elles vont être montrées, mais de façon décalée. C'est-à-dire, par exemple, sur la question du harcèlement sexuel ou du sexisme, ce n'est pas un homme qui fera une remarque sexiste, c'est plutôt une femme qui dirait à son collègue, eh ben, tu as, je ne veux pas vous choquer, hein, mais tu as un beau fessier, entre guillemets, pour en fait parler de ces questions de relations au travail sexy. Détourner. Christine, on vous a perdu et là complètement. Excusez-nous. Petit problème de connexion. Naïma, tu pourras nous dire si Christine est toujours connectée, s'il te plaît. Je ne la vois pas. Ah. Allô, vous m'entendez ? Oui, ça y est, Christine. Vous êtes revenue. Si vous pouvez faire un tout petit peu arrière dans votre récit. Oui, pardon. Du coup, c'était la prochaine journée cohésion qui va être sur les relations au travail, mais de manière décalée pour faire prendre conscience. Et après ce petit spectacle, on aura des temps d'échange par table, je pense, avec les salariés pour justement recueillir en fait leurs sentiments par rapport à ce qu'ils ont pu voir. On a eu dernièrement une assemblée du personnel où là, en fait, on a voulu avoir un temps avec les salariés, les nouveaux présidents qui sont là depuis juin. On a une coprésidence, avoir un temps sur le projet associatif pour pouvoir le repartager sur les parcours en insertion, sur ce que chacun venait chercher en fait dans une régie de quartier, ce que ça représentait pour eux. Donc voilà, c'est en fait tout au long de l'année, on essaye d'avoir ces temps d'échange avec des ateliers internes sur le droit du travail, un atelier qui va se mettre sur la citoyenneté,
comment moi, en tant que citoyen, parce que les salariés en insertion sont des citoyens comme les autres, je peux agir. Alors, dans mon quartier, dans une association sportive où joue mon enfant, en votant. Voilà, on est vraiment dans cette démarche-là, dans notre régie. Et que vous dire d'autre? Je vous ai dit beaucoup de choses. Je ne sais pas après si vous avez des questions ou pas, mais voilà, on a nos temps formels en CSE et on a tout le reste qu'on fait au fil de l'eau pour justement impliquer les salariés le plus possible et puis les sensibiliser. Voilà. Je me permets un ajout, Christine, en attendant que les questions, mais vous m'aviez dit effectivement que le CSE, donc vous n'aviez que des salariés permanents, mais tous vos efforts néanmoins d'information ont fait que les salariés permanents étaient plus représentatifs en termes de fonction et de métier. Oui. Et que même si les salariés en parcours ne se présentent pas, néanmoins, ils savent maintenant faire appel au CSE si besoin. Oui, c'est vrai que les élus sont assez identifiés en fait. Donc, et puis on a quand même la chargée d'insertion, elle a quand même un rôle d'accompagnement, mais elle peut aussi repérer des situations de travail qui sont compliquées, difficiles, et du coup, c'est vrai qu'elle va m'alerter facilement. Elle va m'alerter facilement sur ces situations pour qu'on corrige le tir et puis qu'on s'en saisisse. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au niveau des discriminations, la particularité qu'on a, c'est qu'on reçoit une permanence juridique et on a aussi une permanence d'écoute qui est faite par ma collègue qui d'ailleurs suit le chat, là, le webinaire. Et donc, du coup, ça permet aussi d'avoir un espace de parole sur ces questions-là. Voilà, et un accompagnement, en tout cas un relais avec un avocat par la suite. Voilà un petit peu tout ce qu'on fait au sein de notre régie. Je ne sais pas s'il y a des questions, si Sophie, vous avez des ajouts par rapport à l'entretien qu'on avait eu. Je trouve que c'est très dense tout ce que vous faites et que c'est un panorama assez large, donc c'est très, très, très sympa et très chouette d'avoir partagé toutes ces pratiques. Je vois qu'on a des questions qui sont en train d'être posées. Alors, Elisabeth qui dit que c'est une démarche très intéressante. Jouda, si tu veux compléter, parce que je sais que tu es là. Pour le moment, Christine, pas de questions, juste des encouragements et des remerciements pour vos partages. Merci. En tout cas, moi, je prends l'idée de la commission d'insertion parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas de représentants de mon parcours d'insertion. Et ce serait intéressant d'avoir justement de faire un espace de discussion en plus spécifique avec eux. Alors, il y a une petite remarque de Christine qui dit que pour la CGT, ils n'ont reçu aucune invitation. Alors, je ne sais pas si vous êtes du même réseau. Je ne sais pas, il faudrait expliciter. Et Jouda trouve que c'est tout à fait complet. Merci, Jouda. Oui, c'est ça, Christine, du même réseau des régies de quartier. D'accord. Après, je ne sais pas de quelle invitation vous parlez, Christine, mais... J'imagine que c'était peut-être la sensibilisation au moment de la... Je fais cette projection. Alors, oui, alors comment ça s'est fait en 2 mots? Quand on a organisé les élections, bien sûr qu'on a envoyé l'information à tous les syndicats qui sont à la Bourse du Travail. Et après, pour le reste, le protocole d'accord, il a été négocié avec des délégués qui nous ont été désignés, qui étaient membres salariés chez nous. Donc après, le relais qui est fait auprès des syndicats ne me concerne pas pour ma part. Voilà. Tous les délégués étaient au courant de cette possibilité. Nous avons une question de Sébastien Poyer. Christine, dans le CA, avez-vous des représentants d'entreprise et sont-ils impliqués dans les démarches de sensibilisation? Non, en fait, les régies de quartier, elles ont la particularité d'être construites avec des habitants du quartier, des bailleurs, voilà, avec qui on est, c'est nos clients, mais ils sont aussi dans le CA. Et puis, des membres de droit, comme les collectivités, Ville de Grenoble, par exemple. On n'a pas d'entreprise privée dans le CA, c'est un choix, c'est le modèle des régies de quartier. Voilà.
Par contre, ce que j'ai pas dit, oui, la nouveauté, on a une cellule RH. Donc, en fait, on a 2 administrateurs qui sont retraités, qui sont investis au CA et un au bureau, et qui, en fait, ont eu dans leur parcours professionnel, soit ils ont siégé au Conseil des prud'hommes, soit ils ont été très actifs sur des CSE, en fait, et du coup, ils sont là en conseil, en fait, sur l'application de tout ce qui doit être fait au sein du CSE et autres sur la santé-sécurité. Et c'est vrai qu'avant, j'étais plutôt toute seule sur ces thématiques-là. Et le fait d'avoir cette cellule RH, c'est beaucoup plus confortable, en tout cas. Voilà. Mais c'est tout nouveau, donc on en verra les résultats sur les prochains mois. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions pour Christine ou Fanny Edouard, bien évidemment. Moi, j'en profite. Je vais vous mettre un lien vers 6 fiches pratiques que l'on a réalisées sur les questions de QVT, notamment parce qu'il y en a une sur les obligations de santé et sécurité des employeurs. Et comme ressource, parce qu'on a essayé effectivement de faire des fiches qui parlent de nos spécificités dans l'IAE et de vous recommander des outils. Et il y a notamment sur un site des vidéos qui sont d'ailleurs financées par le FSE, si je ne m'abuse, ou l'Union européenne, je ne me souviens plus. Ce sont des vidéos qui sont accessibles quelle que soit la langue. Ce sont des petits personnages dessinés en fait qui baragouinent, c'est vraiment ça. Et sur des questions de santé-sécurité, avec plein de cas différents en fonction des métiers. Donc, je vous recommande ce lien pour, Christine, vous le disiez, ça peut être compliqué, la sécurité sur les chantiers, et c'est assez parlant, normalement, pour tout le monde. Sur l'atelier sur le droit du travail, moi, je débute par une vidéo pour partir, en fait, de ce que les salariés connaissent. Et du coup, je projette une vidéo où c'est un particulier qui embauche une jardinière, et la jardinière a plein de questions sur c'est quoi mes horaires de travail, et pour les congés, on fait comment, et son employé ne fait que lui répondre « on verra plus tard, on verra plus tard ». Et en fait, je pars de ça pour leur dire qu'est-ce que dans cette scène, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous choque, qu'est-ce qui n'est pas normal. Et du coup, on part de ce qu'ils connaissent, parce que même si on a un public pas majoritaire, mais de plus en plus de primo-arrivants, ils ont pu avoir une expérience professionnelle ailleurs, en fait. Donc, il faut toujours partir de ce qu'ils connaissent pour déjà les mettre à l'aise, parce qu'ils ont aussi des choses à transmettre. Je rebondis sur ce que vous dites, Christine, effectivement. C'est vrai qu'on a constaté exactement la même chose. Et c'est pour tout salarié pareil, même pour nous. Si on nous dit aujourd'hui, on va parler de vos conditions de travail. C'est vrai que là, comme ça, tout le monde dirait oui, ok, bon, ça va. Alors qu'en fait, si on parle d'un sujet particulier, si on vous dit dans cette situation-là, qu'est-ce qui ne va pas? Dans ceci, qu'est-ce qui ne va pas? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire remarquer? C'est vrai que les salariés ont plus tendance à parler, à apporter des choses. Et du coup, ça libère la parole. Donc, effectivement, partir d'un cas concret ou d'un petit sujet au départ, ça incite les salariés à parler et à aller dans cette idée de se livrer et de parler des conditions de travail ensuite. D'ailleurs, en termes d'outils et d'outils pour faire parler, j'avais expérimenté avec l'ANACT. Donc, Fanny Edouard, vous avez peut-être vu ce petit jeu. Ils ont fait un jeu de cartes sur les thématiques QVT qui permettent de lancer des sujets, effectivement, et de savoir de quoi parler. Et on l'a testé en situation, notamment sur les sujets là, c'était les réunions à distance qui s'enchaînent en plein Covid. Et ça donnait matière à parler, donc ça peut être un point de départ. Je pense qu'on peut faire énormément de choses par le jeu, en fait. Je le vois avec le jeu Forum, qui est sur le cadre de vie. Enfin, avec l'ANACT aussi, tous les jeux qu'ils ont pu mettre en place. Le jeu, ça permet de faire participer tout le monde. Et puis d'échanger plus facilement que si on est sur un cours théorique, entre guillemets, où on fait asseoir les personnes. Bon, aujourd'hui, on va parler santé au travail. Voilà, c'est toujours plus compliqué, quoi. Ouais. Je me permets aussi de rebondir sur le jeu, puisque dans le cadre, on est sur un nouveau projet FACT, donc Fonds d'amélioration des conditions de travail au sein de l'IAE, donc qui porte vraiment sur l'amélioration de la prévention primaire dans les structures d'insertion. Donc forcément, on va encore traiter du dialogue social, mais on est vraiment focus là-dessus. Et avec nos intervenantes et consultantes, on utilise aussi un jeu qui s'appelle Dixit,
et qui est très imagé aussi pour justement avoir l'appréhension, notamment des salariés en parcours lorsqu'on est en entretien avec eux, sur leurs conditions de travail, comment ils ressentent le travail. Et c'est vrai que l'image, le jeu, c'est toujours très efficace pour avoir une réelle appréhension de ces sujets-là. Écoutez, on est toujours dans les temps. Moi, je vais me permettre de vous partager très rapidement 2 expériences de nos adhérents que vous trouvez dans la fiche pratique sur le CSE. Il s'agit d'espaces de participation qui ont été mis en place pour récolter la parole, mais dans un cadre hors dialogue social, on va dire, dans le sens des instances de représentation du personnel. Il y a 2 exemples. Il y a l'association Entraide et Solidarité qui a mis en place des réunions d'expression qui sont organisées tous les 2 mois, qui réunissent direction et tout type de salariés pour trouver des solutions collectives aux problèmes rencontrés. Ils partent toujours des problèmes terrain, évidemment, hein, des préoccupations quotidiennes. Et là, ça part du principe que de toute façon, ce sont les principaux concernés qui vont permettre d'améliorer les outils, les processus, et que le fait que ce soit collectif, travailler collectivement, permette une meilleure acceptation et une plus grande discussion autour de ces solutions. Ça permet aussi donc d'agir en prévention et de dénouer les insatisfactions et questionnements assez rapidement. Et puis, ce qu'il nous disait, c'est que les salariés se sentent tout de suite plus intégrés, valorisés au sein de leur structure. Alors évidemment, ce sont des expériences qui reposent toujours sur des modalités de fonctionnement et des cadres assez précis. Ça se prépare en amont. Là, ce qui se passe pour libérer la parole, c'est qu'il y a d'abord un premier temps d'échange et de préparation de l'ordre du jour de la réunion qui se tient tous les 2 mois, avec entre un membre de la direction, une chargée de mission emploi et les salariés en parcours. Les encadrants et encadrantes ne sont pas présentes à ce moment-là. Donc, ce sont souvent donc, des sujets du quotidien et parfois des sujets aussi liés à l'encadrement et à l'organisation. Ensuite, dans un second temps, les encadrants et les encadrantes reviennent. On s'assure que les points abordés précédemment lors d'une réunion précédente ont été soit complètement traités, soit abordés. On ne repart pas sur de la nouveauté. On s'assure que ce qui a été fait dans le passé déjà a été résolu. Et puis, on reparle des problèmes et attentes actuels. Et là, il y a éventuellement le ou la chargée de mission emploi qui peut se prendre la parole au nom des encadrants, des salariés en parcours, s'ils n'osent pas le faire une fois que les encadrants et les encadrantes sont de retour dans la réunion. En amont, ils ont fait une charte de bonnes pratiques pour fixer les grands principes de ces réunions. Les sujets sont libres, comme je vous le disais, ils sont définis collectivement en amont, mais il y a un compte-rendu qui est effectué à l'issue de chaque réunion et qui est affiché dans les locaux. Et il y a des bilans qui sont faits à chaque nouvelle réunion sur ce qui a été discuté, fait ou qui reste à faire de la fois précédente. Donc, ils étaient plutôt très contents des résultats. La limite que l'on retrouve souvent, c'est celle de la langue, évidemment, parce que ça limite un certain nombre de salariés dans la participation de ces temps-là. Il y a ensuite un autre atelier, ACI Médialis, qui est dans la région lyonnaise, qui là organise des démarches participatives ponctuelles. L'idée, c'est vraiment de parler de points d'organisation ou d'outils spécifiquement. Donc là, afin que les salariés qui sont en insertion puissent participer, il y a un nombre limité dans le temps de la procédure, je vous retrouve ça. Donc c'est basé à chaque fois sur la libre adhésion, évidemment. Et les groupes, c'est 8 à 10 personnes maximum, et c'est un processus qui se déroule sur 3 ou 4 mois maximum pour éviter que les salariés qui participent soient déjà partis. Donc là, l'objectif, c'est de faire un échange entre salariés, d'analyser une problématique et de recueillir les différents points de vue et ressentis, notamment donc, les salariés qui sont sur le terrain. Ce qu'il nous expliquait, c'est que la concrétisation de la réflexion dans un outil ou un processus, ce n'est pas le but recherché, ce n'est pas le but premier. C'est vraiment recueillir des éléments de compréhension, des préconisations et d'être dans le partage sur le travail. Le fait d'établir une procédure ou des outils, ça peut venir dans un second temps, mais c'est fait plutôt par les salariés permanents. Et donc maintenant, ce qu'ils font, c'est que dès qu'il y a un sujet qui émerge, une problématique, ils se demandent systématiquement si c'est intéressant de le faire dans une démarche participative. La réponse n'est pas toujours positive, bien évidemment, mais au moins, ça a le mérite de poser la question. Le cadre, c'est pareil. Donc, ce sont certains salariés permanents qui ont été impliqués dans l'animation de ces groupes et qui ont été formés à la mise en œuvre de démarches participatives. Donc, comment on construit un cadre, comment on libère la parole, technique d'animation, de timer les séquences, etc. C'est vraiment bien organisé en amont. Et pareil, à la fin de chaque cycle, un compte-rendu qui est validé et diffusé. Pour eux, les résultats, c'est que ça permet d'aller au-delà du rôle de chacun dans la structure. Ça déconstruit aussi les situations et ça permet de collecter des perceptions et des avis multiples.
Les temps, ils sont appréciés de la plupart des salariés. Ils trouvent aussi un espace dans lequel ils peuvent à la fois s'exprimer et être entendus. Et pour eux, ça crée une nouvelle dynamique et ça permet aussi de créer les conditions de mobilisation de l'intelligence collective. Et puis, le dernier résultat, comme précédemment, c'est que ça concourt à une meilleure intégration et acceptation des initiatives et des outils qui en découlent, puisque ça a donné lieu d'une construction collective. Les points communs à ces deux pratiques, c'est qu'il y a souvent eu soit un appui extérieur, soit une formation au préalable, juste pour au moins cadrer ces temps et réussir à les construire. C'est toujours évidemment un projet de structure, là on retrouve ce qu'on se disait. Il y a la mise en place d'un cadre partagé et qui sécurise la parole pour tous, une organisation, un déroulé bien découpé, et puis un suivi important de suivre et de faire des comptes rendus aussi sur ce qu'il fait pour vraiment qu'on voit qu'on est dans le concret et pas juste dans des discussions qui on pourrait penser stériles à un moment donné. Ça, vous retrouvez les coordonnées si ça vous intéresse dans la fiche pratique sur le CSE. Écoutez, voici pour tout ce qu'on avait à échanger. Si vous, Fanny, Edouard ou Christine, vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Pour celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, je vous invite à poser vos dernières questions si vous en avez. Mais je crois que c'est bon. Je vois personne qui écrit, personne ne parle. Ah, Karima, attendez, je regarde. Alors, Karima est en train de nous écrire. Et Jean-Jacques nous posait la question, je vous le redis, je vous envoie par mail les différents documents que l'on a à vous fournir pour vous aider aussi dans ces démarches. J'espère que vous aurez trouvé matière à avoir des idées. Et puis là, on avait la chance aussi d'avoir 2 personnes juristes dont c'est le métier. C'est des requêtes qu'on a souvent par nos adhérents, parce qu'effectivement, on est sur des sujets qui ont besoin d'être carrés et cadrés. Donc, j'espère que ça vous aura été tout à fait utile. J'attends juste le message de Karima. Que faire lorsque les réunions sont à chaque fois repoussées pour absence ou maladie d'un des 2 membres du CSE? Est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus? Il s'agit de membres. Les 2 membres sont titulaires ou c'est un titulaire et un suppléant? Du coup, je repose une question. 2 titulaires. Ils sont absents en même temps? On ne peut pas repousser indéfiniment, il me semble, messieurs, dames les juristes. Les CSE doivent avoir lieu, même s'il n'y a qu'un titulaire sur 2. Hein. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. La maladie, en plus de ça, les absences ou la maladie n'empêchent pas un salarié de maintenir son mandat. Donc, un salarié qui sera en longue maladie, par exemple, continue à avoir son mandat et peut continuer à aller aux réunions CSE, justement. Donc, normalement, ça n'empêche pas et le CSE doit avoir lieu. Alors, si vous n'avez aucun interlocuteur, effectivement, c'est compliqué d'avoir un CSE. Mais même s'il y a un seul membre, normalement, vous devez tenir le CSE. Par le même membre depuis plusieurs mois. À un moment donné, il faudra la tenir, hein, ouais, cette réunion, avec le titulaire qui est là. Après, moi, je vous inviterai je vous inviterai juste à informer l'inspection du travail que la demande de repousser le CSE, elle est de l'élu, elle n'est pas de votre fait, quoi. Oui, c'est évidemment, faut établir tout écrit attestant que c'est pas du fait de l'employeur que ces réunions n'ont pas lieu. Hein. Donc, tout élément de preuve pour ça sera essentiel. Et il y a des suppléants? D'accord, ouais.
Après, si, dernière info, si le titulaire il est syndiqué, vous pouvez aussi aller voir le syndicat pour leur dire justement qu'ils repoussent toutes les réunions et du coup, le syndicat a moyen aussi d'enlever carrément son mandat ou le fait qu'il soit syndiqué. Ça, c'est possible aussi, de prévenir le syndicat. Oui, il est syndiqué. Ben voilà, du coup, n'hésitez pas à aller voir le syndicat pour les avertir. Donc ça, c'est le conseil, parce qu'il y avait aussi la question de l'élection du référent harcèlement. C'est possible, même s'il y a une personne ou pas? Je n'ai pas vu celle-là, mais oui, c'est possible. Du coup, ce sera cette personne-là qui sera référente harcèlement. Fanny, on ne vous entendait pas trop là. Il y a votre micro parfois qui... Ah, pardon, là, vous m'entendez bien? Oui. Pardon, je disais, oui, c'est possible. Hein, s'il y a un seul membre du CSE, pour le référent harcèlement, c'est lui qui sera référent harcèlement. Une autre question qui est en cours d'être posée. Non, c'est juste Isabelle qui a un son très mauvais. Alors, je ne sais pas si c'est généralisé. Au revoir Isabelle, et désolée pour cette mauvaise qualité. Alors, est-ce que les autres pouvaient juste me dire si c'est bien chez vous, qu'on sache si c'est notre outil qui a un souci ou pas, s'il vous plaît? Ah, merci Viviane. Moi, c'était plutôt régulier de mon côté, personnellement. De mon côté aussi. Moi, très bien. Naïma, qui est aussi notre technicienne de l'ombre, me dit que c'est bon. Ouais, aléatoire par moment. Ah, dis donc, non, c'était... Ah bon, bah, ça dépend des personnes. Alors là, c'était vraiment... Ouais. Écoutez, on va voir. On va reparler, voir s'il y a quelque chose à faire de notre côté ou si c'est vraiment lié aussi à nos connexions. Bah, écoutez, en tous les cas, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, les personnes qui nous suivaient. Merci beaucoup, bien sûr, à Fanny, Édouard et Christine qui ont pris de leur temps pour rester 2 heures avec nous, sans compter le temps de préparation à nous. Donc vraiment, merci à vous d'avoir été avec nous. Armel écrit, j'attendais encore un peu si jamais. Non, je crois que... Bah, merci pour... voilà, on vous remercie, on vous dit que c'était passionnant. Donc c'est super si vous avez pu en retenir plein de choses. Ah, attendez, Karima, une autre question. Qu'en est-il enfin du PV du CSE? Il doit être affiché dans les locaux sous un délai de combien de jours? Ça, je vous avoue que je ne me rappelle plus par cœur, mais... Tu as dit quoi, Edouard? Non, je disais que je ne sais pas s'il y a un délai... Le PV doit être fait sur 15 jours. Hein, ce que j'allais dire, normalement, vous devez le transmettre sous 15 jours à l'inspection du travail. Mais après, l'afficher, en termes d'affichage, il n'y a pas d'obligation. Et d'ailleurs, Édouard et Fanny, si vous avez des sites un peu ressources, bon, à part ceux de service public, bien évidemment, mais à recommander pour aller chercher des informations dont on est sûr qu'elles soient bonnes et à jour, bon, si jamais, n'hésitez pas à nous les partager, qu'on les fasse suivre. Hein. Mais c'est peut-être une grosse demande. Quelqu'un qui n'est pas juriste qui vous demande ça. Non, l'idéal, ça reste les bases de données juridiques, mais qui sont souvent payantes. Après, Ouais. c'est vrai que service public, ça reste au moins une valeur sûre. Enfin, voilà. D'accord. Il y a quand même un nouveau site lié au Code du travail qui est pas mal non plus. Après, mais toujours au service public. Après, il y a les sites des syndicats qui, des fois, sont une mine de ressources aussi. Hein, et où c'est un peu plus compréhensible sur certains sujets, je trouve. Viviane nous demande si les PV du CSE sont à transmettre à l'inspection du travail. Oui, en fait, quand vous déclarez vos élections, vous pouvez le faire en ligne maintenant et vous allez mettre ça sur un téléservice qui elle-même va l'envoyer à plusieurs centres, donc à l'inspection du travail, au CTEP de Rouen. Voilà, elle va le transmettre aux personnes qu'il faut. Et sinon, si vous le faites de manière écrite, là, il faut l'envoyer vous-même à l'inspection du travail, au CTEP. Oui, mais ça, c'est pour les élections, Fanny. Oui. Là, je pense qu'elle parle des PV au long cours, en fait. Ah, pardon. Je crois que c'est ça ce que Viviane Pardon, oui, c'est moi. Je suis partie bien en tête PV de carence. Non, les PV des CSE, les comptes rendus des CSE, non, c'est pas... Ouais. Il doit être conservé. D'accord.
J'avais vu passer une autre question, je ne sais pas si elle a répondu parce que malheureusement j'ai un petit problème de connexion par rapport au centre, au formateur Ah oui, CSE. Je ne sais pas si vous avez répondu à Fanny avait cette apporté question. une réponse en disant qu'il y avait un arrêté qui notifiait un peu toutes les personnes. Sinon, au niveau régional, on peut se rapprocher aussi du CREFOP. Alors, c'est la commission régionale de l'emploi, de la formation. Donc, peut-être voir le CREFOP de votre région et normalement, ils établissent des listes aussi au niveau régional, hein, des éventuels formateurs qui sont en capacité de fournir les prestataires qui peuvent vous accompagner là-dessus. Merci. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Ah non, la réponse ne me paraît pas unanime pour Viviane. Oui ou non pour les PV, juste parce qu'en plus on a les problèmes de son. Est-ce qu'on envoie les PV à l'inspection du travail, les PV? Non. Non. Mais il faut les rendre, il faut les avoir à Non, non, non. disposition pour rajouter à Edouard. Bah écoutez, voilà, là je ne vois plus personne taper. Je vous remercie donc pour ce temps dédié, pour tous vos apports. Christine, vous êtes quand même assez experte, hein. Vous pouvez même répondre aux Il faut questions. savoir de la bouteille. Oui. Eh ben, merci à vous qui avez été là pour écouter tout cela et je vous envoie tous les documents une fois que Fanny et Edouard notamment, vous m'aurez fait parvenir vos ressources respectives. Merci et bonne journée à tout le monde alors, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.